Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Une journée de calme à Kinshasa après 2 jours de violents affrontements, mais la tempête politique se poursuit. La majorité réagit aux propos du président français qualifié d'abject. Hier, François Hollande avait accusé les autorités congolaises d'être responsables des exactions. Des accusations graves au Gabon. Le gouvernement affirme qu'une organisation militaire se met en place pour déstabiliser le pays en cas de défaite de Jean Ping. C'est ce vendredi au plus tard que la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le recours de l'opposant qui conteste la victoire d'Ali Bongo proclamée par la commission électorale. Et puis notre invité n'a pas peur de l'étiquette de rappeur engagé. L'artiste togolais Elom Vince a des mots forts pour décrire les maux de son continent, qu'il ne mâche pas d'ailleurs dans son dernier album Indigo. Il sera en concert le 1er octobre prochain à Paris et le 22 à Lomé. Un nouveau bilan officiel au Congo. Il y a eu 32 morts depuis lundi selon le gouvernement congolais. L'opposition, elle, parle de plus de 100 morts. Un dernier bilan fourni par le principal parti d'opposition congolais. Ce mercredi, un calme précaire a régné en ville avec une forte présence militaire et aucun incident majeur. Mais la tension politique, elle, n'est pas retombée. Thomas Nicolon à Kinshasa. Le calme est revenu dans les rues de Kinshasa ce matin après 2 jours de violence et de pillage. Les transports publics fonctionnaient normalement, les magasins étaient ouverts pour la plupart, mais c'est au niveau politique que la tempête se poursuit, et pas seulement au Congo, mais également à l'international, puisqu'il y a eu des déclarations d'hommes politiques étrangers qui ont fait grincer des dents ici à Kinshasa, notamment le président français François Hollande, qui a déclaré qu'il y avait eu des exactions commises lundi lors des manifestations et que ces exactions provenaient de l'État congolais lui-même. Des propos abjects que nous rejetons et condamnons avec la dernière énergie. François Hollande ignora complètement la situation par rapport à ce qui s'est passé, évidemment, en République du Congo depuis ces derniers jours. Aurait dit prendre du recul et essayer de se faire une religion par rapport à la situation exacte, parce que je ne sais pas, même en France, si François Hollande peut accepter un seul instant que l'on ait à s'attaquer aux dépositaires du pouvoir public, comme les policiers, on casse les tribunaux et qu'à l'occasion, l'on puisse piller. Du côté de l'opposition, ces réactions internationales sont plutôt appréciées. Martin Fayoulou, l'un des organisateurs de la manifestation de lundi dernier, a déclaré qu'une intervention internationale était la seule chose qui pouvait sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se trouve. Quoi qu'il en soit, majorité et opposition se renvoient la responsabilité des violences de lundi dernier. Et aujourd'hui, le procureur général de la République a déclaré que les suspects allaient être recherchés et trouvés, où qu'ils soient, même jusque dans les hôpitaux. Les services de migration sont également au courant afin de ne laisser sortir du pays aucune tête pensante des violences de lundi dernier. Le président Kabila, qui ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis le début des violences, a fait lire un communiqué ce soir à la télévision nationale dans lequel il présente ses condoléances au peuple congolais et relance un appel au dialogue politique. Au Gabon, le gouvernement accuse l'opposition de préparer de nouvelles violences à l'approche de la décision de la Cour constitutionnelle sur les résultats de la présidentielle prévue au plus tard vendredi. Une organisation militaire serait en train de se mettre en place pour déstabiliser les institutions. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement lors d'une conférence de presse. Vous voyez, en présence de plusieurs ministres, le porte-parole de la présidence, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Écoutez ces accusations. Ces cellules ont pour but simple, celle d'organiser les petits groupes de guérilla à l'intérieur des villes, de la ville, pour qu'au moment de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, si certains compatriotes ne sont pas proclamés élus, ils mettront tout ça en branle pour s'aimer encore le désordre dans la ville. Et concernant Jean Ping, le leader de l'opposition qui conteste la victoire d'Ali Bongo, le ministre de l'Intérieur affirme que s'il franchit la ligne rouge, il pourrait être arrêté. Contacté par France 24, Jean Ping qualifie ces accusations de ridicules. Des accusations, dit-il, qui ne méritent même pas qu'on y réponde. Et puis toujours sur ce dossier gabonais, j'ajoute que ce mercredi, 2 plaintes de ressortissants franco-gabonais ont été déposées en France pour détention arbitraire, torture ou encore tentative d'assassinat. Elles visent les forces de sécurité gabonaises. C'est ce qu'a annoncé un collectif d'avocats qui compte aussi saisir la Cour pénale internationale.
Et les relations entre le Kenya et la Somalie sont au plus bas. Après la fermeture annoncée par le Kenya d'un camp de réfugiés, les importations de khat suspendues par la Somalie, les deux pays font éclater à nouveau au grand jour leur mésentente. La Somalie accuse le Kenya de lui voler son pétrole. Et pendant que la Cour de justice entend les deux parties, à La Haye, des manifestants ont crié leur colère ce mercredi dans les rues de Mogadiscio. Laurent Bertécher. Un rassemblement contre les ambitions territoriales du Kenya. Répondant à l'appel du maire de Mogadiscio, des centaines de Somaliens sont descendus mercredi dans les rues de la capitale pour exprimer leur colère. Notre patrimoine et celui de nos enfants n'est pas à vendre. Et nos frontières ne sont pas négociables non plus, que ce soit en mer ou sur terre. Au cœur de la dispute, une zone maritime d'environ 100 000 km² riche en gaz et en pétrole. Le Kenya y exerce sa souveraineté depuis 1979, accordant des permis d'exploitation à plusieurs compagnies pétrolières. Mais là où Nairobi revendique une délimitation horizontale, la Somalie affirme que la frontière devrait s'étendre vers le sud-ouest. Face à l'impasse diplomatique, Mogadiscio avait saisi la CIJ, la Cour internationale de justice, en 2014. Une première audience a eu lieu lundi à La Haye, dans un climat tendu. La Somalie voudrait faire croire à la Cour que durant toutes ces années, le Kenya a comploté pour tirer profit de son voisin et voler ses eaux territoriales et son pétrole. Ces accusations sont absurdes et blessantes. Le Kenya affirme avoir passé un accord avec la Somalie en 2009 pour résoudre la dispute à l'amiable et refuse donc pour l'instant de reconnaître l'autorité de la CIJ dans cette affaire. Et ce ne sont vraiment pas des relations de bon voisinage entre le Botswana et le Zimbabwe non plus. Très remonté contre Robert Mugabe, le président du Botswana n'a pas mâché ses mots. Il appelle à démissionner sans plus tarder, car selon lui, le leader zimbabwéen âgé de 92 ans, au pouvoir depuis plus de 36 ans, tire vers le bas toute l'économie de la région. Écoutez le président du Botswana. Sans aucun doute, il aurait dû s'en aller il y a des années. C'est évident qu'à son âge et vu la situation au Zimbabwe, il n'est pas vraiment capable de redresser le pays. Et puis en Afrique du Sud, c'était la 3e journée de mobilisation des étudiants. Les violences touchent plusieurs universités du pays. À Johannesburg, la police a dû faire usage de grenades et de balles en caoutchouc pour disperser les manifestants. Motif de leur colère, la hausse des frais de scolarité annoncée ce lundi. Plusieurs campus sont actuellement fermés en raison de ces manifestations. Et c'est l'heure de l'invité du Journal de l'Afrique. Notre invité aime parler de politique, de ce qui va mal, de ce qui touche son peuple. Il aime dénoncer. Le rappeur engagé est avec moi sur ce plateau, l'artiste togolais Elom Vince. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous avez sorti votre dernier album qui s'appelle Indigo, un album que vous avez dédié aux petites gens, vous dites. On voit d'ailleurs cette photographie de votre mère qui est sur l'album. On va écouter, je vous le propose, un extrait de Castration mentale et puis on en parle juste après. Tu vois, mentalement castré, nos leaders n'ont rien de Castro. Du glaçon, de la graisse à la place du cerveau. J'ai des crampes aux miens, à force de penser à mon peuple, ce putain de peuple. À force de penser à ce peuple, mon crâne se lézarde comme un œuf, explose comme une bombe. Un molotov cocktail, éparpille mes pensées dans l'univers comme les comètes et les galaxies. Les planètes et puis les molécules, les neurones dans le piment sans issue, on se jette dans le... Voilà Elom Vince pour cet extrait de Castration mentale. Donc vous le dites, on a entendu nos leaders mentalement castrés, du glaçon ou de la graisse à la place du cerveau. Quand vous voyez l'actualité de cette semaine, que ce soit au Gabon, en RDC, ça vous conforte dans cette idée, les leaders africains ne sont pas à la hauteur? Je pense qu'ils n'ont pas encore compris que c'est une nouvelle ère et qu'il faut penser différemment. Parce que quand je parle de mentalement castré, je parle de la tête, je pense surtout de mentalité. Je pense que l'Afrique est arrivée au point où il n'est plus possible qu'elle soit dirigée par des personnes qui veulent s'accrocher au pouvoir et qui ne veulent pas laisser la place à la jeune génération qui a envie de faire les choses et bouger les frontières. On a vu des artistes engagés, notamment au Burkina Faso, comme Smokey, qui se sont effectivement engagés et d'ailleurs qui ont mené ce mouvement qui a finalement mené à la chute de Blaise Compaoré. C'est un modèle pour vous, ce type d'artiste engagé?
Pas que se moquer. Je pense qu'il est important de se moquer. En fait, les artistes, ils ne représentent aujourd'hui que ce que le peuple pense tout bas. On va se moquer, on voit Elom Vince. Mais à la base, on représente beaucoup de parias, les petites gens dont on parle. Oui, je pense que c'est des genres de modèles. Les genres de modèles dans quel sens? Dans le sens où, aujourd'hui, il y a des jeunes qui disent « Nous voulons aussi participer aux affaires de nos États parce que on ne peut plus laisser l'Afrique dans l'état dans lequel elle est. » Et c'est ça. Vous vous définissez d'ailleurs comme un artiviste. Ça veut dire quoi exactement? Pour moi, un rappeur, c'est un artiviste, c'est un artiste, mais aussi un activiste. Qu'on a été influencé par Keros One, par Dead Freeze, par tous ces artistes qui ne se limitaient pas simplement dans le propos culturel, pas dans le propos artistique, mais qui descendaient aussi sur le terrain pour former, pour éduquer et participer à la chose publique. Et pour moi, c'est ça, être un activiste. Vous êtes un activiste, et vous êtes aussi panafricaniste. C'est important pour vous, cette notion-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire encore aujourd'hui? Ce qu'elle veut dire aujourd'hui, c'est que le Gabon seul ne va pas faire face aux grands de ce monde. La RDC seule ne peut pas faire face aux grands de ce monde, et que l'Afrique doit comprendre qu'elle doit être forte, qu'elle ne peut qu'être forte que si elle est unie. Le Togo seul ne peut pas faire face, par exemple, à la Chine ou aux États-Unis, mais il est important qu'aujourd'hui, qu'on abolisse toutes ces frontières tracées en Allemagne et qu'ensemble, on puisse marcher ensemble. Merci beaucoup, Elom Vince, d'être venu dans ce Journal de l'Afrique. Je rappelle, vous êtes en concert le 1er octobre prochain à Paris, à la péniche Anaco. Et on va se quitter encore en musique avec Dead Man Walking, toujours de ce même album, Indigo. Merci. Je viens à vous, ombilical, cordon au cou. Mes tripes dans mes pommes, un diamant dans la pomme d'Adam. Cher frère, j'ai plus le temps à perdre. Laissez-moi à pendre, écraser l'armée de fantômes qui endeuillent mon âme. Nos comptes, on les règle dans l'au-delà. Si tu nous prêtes la mort, comme au moment des